Et on se retrouve pour la dernière table ronde de la matinée où on va s'interroger sur le modèle des grands parcs solaires, à savoir si ce modèle il est toujours d'actualité en France. Et pour introduire ce débat, déjà je remercie mes 4 intervenants d'être ici pour débattre de ça. Et je voudrais commencer avec une citation. Elle a été prononcée par Xavier Barbaro la semaine dernière pour les 10 ans de la centrale de Neoen à Cestas en Gironde, qui est toujours la plus grande centrale solaire au sol de France. Ouvrez les guillemets, c'est parti. À force de nous obliger à faire des projets petits, d'avoir cette approche castratrice du photovoltaïque en France, on s'interdit de faire des projets extrêmement vertueux. Fermez les guillemets. Des mots qui montrent tout un paradoxe. On n'a jamais autant installé de solaire en France et pourtant, dans le même temps, l'époque des grands parcs semble bel et bien révolue. Exemple, si on prend les chiffres 2024, vous le savez, on a installé 5 gigawatts de solaire en France. C'est un record absolu. Mais en réalité, les centrales d'une puissance supérieure à 500 kilowatts, qui ont été 350 à être installées l'an dernier, n'ont importé qu'un tiers de cette nouvelle puissance. Les 2 tiers restants sont en fait abondés par des petits équipements et notamment par les 245 000 nouvelles installations en toiture des particuliers, des entreprises ou des collectivités. Alors si la France avance sur le solaire, c'est d'abord grâce aux petites installations qui sont par ailleurs source d'autonomie énergétique pour leurs propriétaires. Maintenant qu'on a dit ça, si le pays veut aller plus vite, rattraper son retard en matière d'énergie renouvelable ou même favoriser une production française de panneaux, il va nous en falloir des grands parcs. Alors est-ce qu'on sera prêt à en payer le prix en termes d'enjeux réglementaires, d'enjeux de foncier et aussi en améliorant leur acceptabilité dans les territoires ? Autant de questions qu'on va se poser avec vous aujourd'hui. Et avec vous, tout là-bas à ma gauche, d'abord, Caroline Plaza, vous êtes directrice générale de l'Institut Becquerel en France, qui est donc à la fois institut de recherche et société de conseil auprès des développeurs. Vous nous donnerez pas mal de chiffres pour éclairer le débat. À votre droite, il y a Pierre Lévy. Vous êtes directeur général de Neomix, qui est la filiale de Bordeaux Métropole Énergie dédiée au développement des centrales solaires, qu'elles soient au sol ou en toiture d'ailleurs. Ensuite, il y a Jean Ballandras. Bonjour et merci d'être là. Vous êtes le responsable des affaires institutionnelles d'Acuo Énergie, un développeur français d'énergie renouvelable présent dans le monde. Et vous me disiez en préparant le débat que le modèle des très grands parcs solaires en France, vous n'y croyez pas, je crois. On approfondira tout ça. Et enfin, juste à côté de moi, elle arrive de la Vienne. Elle y est élue à la communauté de communes Vienne-et-Gartempe. Sa vice-présidente à la transition écologique, Madame Gisèle Jean. Et vous êtes du même territoire d'ailleurs que Pascal Lecamp qui porte la proposition de loi agrivoltaïsme. Vous nous parlerez des difficultés et de la pression qui pèse sur les élus locaux pour développer des installations renouvelables. Alors, développer des grands parcs solaires en France, je commence avec vous deux, les développeurs. Est-ce que c'est signe de difficultés insurmontables quand on veut développer des installations de plusieurs dizaines d'hectares ? Non, ce n'est pas signe de difficulté insurmontable. La profession a connu des vents contraires, historiquement parlant, depuis son existence. Ces vents contraires actuels sont particulièrement puissants, mais enfin, je pense qu'on sera capable de les dépasser. La question qui est posée, en fait, c'est quelle est la pertinence du projet, quelle est la taille, non pas optimale, mais quelle est la taille adaptée du projet en France. Ça dépend excessivement de la localisation, de l'histoire, du contexte dans lequel le projet se fait. Personnellement, nous on a des projets, on a parlé d'agrivoltaïsme tout à l'heure, on lance un projet qui fait 34 MW sur 54 hectares en Côte d'Or, la construction est lancée, on a eu toutes les autorisations locales, tous les appuis locaux pour le faire, et je pense qu'il s'inscrit parfaitement dans son contexte, on fait même du financement participatif autour de ce projet. Donc tout se passe bien et c'est possible. Et après, il y a d'autres contextes où, pour des raisons à la fois environnementales, paysagères, il faut être à l'écoute et réduire les projets à ce qui est acceptable. Le solaire photovoltaïque, le renouvelable, c'est une industrie et je dirais une démarche qui est sur le long terme. Quand on commence, c'est un peu comme les journaux télévisés 24 heures sur 24, on n'est pas prêt de s'arrêter. Donc le principe de base, c'est d'être en résonance avec son milieu environnement. Si on n'est pas en accord, ça ne marche pas dès le début et ça ne va pas marcher par la suite. On doit s'établir sur la durée. Donc soyons attentifs
au message qu'on reçoit quand on développe des projets. De toute façon, si on est, on va dire, en dehors du champ de réception, on va de toute façon se faire rattraper par la patrouille. Ça a été évoqué tout à l'heure, pourquoi changer des textes alors que déjà dans la loi APER et dans son décret d'application, on passe par une commission qui s'appelle la CDPENAF, qui auparavant était un avis simple, qui pouvait être dépassé par le préfet. Maintenant, c'est un avis conforme. Si la CDPENAF ne veut pas de votre projet, elle mettra un avis négatif et il n'y aura pas de projet du tout. Et c'est comme ça que ça se terminera. Donc, possibilité de développer, oui. Soyons surtout attentifs à la façon dont on calibre les projets, on va dire, territoire par territoire. Et sur la taille, là où vous allez développer des projets de plusieurs gigawatts en Australie, où vous allez développer un projet, par exemple, de 180 mégawatts au Portugal, en France, ça ne va pas être la même. Oui, on peut le faire parce que le contexte le permet. On a effectivement inauguré un projet de 180 mégawatts au Portugal. J'évoquais avec Maxime des projets que j'ai vus en cours de développement en Australie, où on est dans des contextes fonciers complètement différents, où on parle non pas de mégawatts, de centaines de mégawatts, on parle de dizaines de gigawatts pour alimenter par la suite. C'est-à-dire des milliers d'hectares en superficie. Et parce qu'il y a la place, il n'y a aucune contrainte historique, il n'y a aucune contrainte environnementale. Mais ça, c'est des projets qui n'ont pas de sens en France. On est un pays avec une forte densité géographique, avec une histoire, avec, j'allais dire, des paysages qu'on ne peut pas occulter. On est capable de faire de façon très astucieuse du solaire, je ne vais pas dire camouflé, mais avec un peu de talent, de la créativité, on est capable de quasiment effacer le signal que peut avoir le solaire, à la différence par exemple de l'éolien qui est impossible à masquer. Mais pour autant, je pense qu'il y a des limites. Et les limites, ce n'est pas à nous de les fixer, c'est à nous de les sentir par rapport au retour que l'on a quand on commence à s'intéresser à un département, à un territoire, aux communautés qui le bordent. Ça tombe bien, vous aurez un retour de l'élu de la Vienne juste après. Pierre Lévy, est-ce que chez Neomix, on se fait des nœuds à la tête pour développer des centrales solaires, d'autant plus en Gironde, qui est un département très prisé pour son foncier ? Alors, peut-être pour commencer, Neomix, préciser que c'est une structure très jeune. Le premier salarié dédié au photovoltaïque chez Neomix, il date de l'été 2023, donc ça fait moins de 2 ans. Et on s'est créé sur le sujet du photovoltaïque, effectivement, pour développer du productible sur le territoire de la Gironde, donc un territoire particulièrement dense. Donc autant vous dire que le modèle des très grandes centrales au sol n'a jamais été le modèle de Neomix. Pour autant, il faut lui reconnaître un certain nombre de vertus. On en a parlé, le coût de l'électricité produite est forcément moins cher sur une très grosse centrale sur laquelle on va pouvoir amortir les études, on va pouvoir acheter de manière des volumes plus importants et donc on va avoir tout simplement un LCOE, un coût de l'électricité qui va être beaucoup plus faible. Deuxième avantage, surtout on va dire encore jusqu'à un an ou deux, c'était se mettre en conformité avec la PPE. Pouvoir atteindre nos objectifs de production de renouvelables en France. Donc il y a quand même des avantages et des atouts. Maintenant, aujourd'hui, force est de constater que le foncier qui s'y prêtait le plus, les anciennes décharges, les anciennes carrières, ont fait l'objet de beaucoup de concurrence et les plus gros fonciers ont déjà, pour la plupart, été traités. Et donc pour ce qui reste, il y a de nouveaux modèles à inventer. Le sujet de l'agrivoltaïsme qui faisait l'objet du précédent débat en est un, mais en tout cas, il faut trouver des nouvelles façons de faire des grosses centrales et réfléchir aux services supplémentaires qui doivent être accolés à ces grosses centrales, quelque part qu'elles aient des compensations en termes d'innovation, probablement, de services, pour compenser le fait d'occuper un foncier très important. C'est-à-dire en installant des unités de stockage ? Voilà, le stockage, le flex, effectivement, dont on a beaucoup parlé aussi ce matin. Forcément, il paraîtrait plus naturel de l'adosser à une grosse centrale de plusieurs dizaines, je suis en dizaines, nous, en France, de mégawatts, plutôt que sur une centrale de 500 kg en toiture d'un site tertiaire, par exemple. Et je crois que pour autant, vous n'avez pas renoncé totalement à la grande puissance, puisque vous avez un projet à plusieurs dizaines de mégawatts dans le Médoc ? Alors non, il ne fait pas plusieurs dizaines de mégawatts, justement. Tous nos projets, ils font 10 mégawatts maximum. En gros, on fait sur les sites anthropisés que l'on identifie, et à ce stade, sur notre territoire,
Aujourd'hui, puisqu'il y a eu la centrale de la Barde qui est vraiment très proche, qui fait 70 hectares, si je ne dis pas de bêtises, qui est beaucoup plus grande, mais aujourd'hui, effectivement, le foncier qui peut s'y prêter est plus faible. Et donc, nous, chez Neomix, la plus grosse centrale, c'est 12 mégas qu'on développe. D'accord. Je poursuis ce premier tour de table. Quand vous entendez, Gisèle Jean, vous qui êtes élu dans la Vienne, des projets de centrale autour de 10 mégawatts, j'imagine que ça vous plaît. Mais par contre, les demandes que vous recevez ne correspondent pas vraiment à ça. Alors, juste pour rappeler là où on se situe dans la Vienne, on se situe, et c'est le cas aussi du député Lecante, on se situe sur une zone assez peu peuplée, à peu près 10-11 habitants au kilomètre carré. Et donc, ça a favorisé l'implantation d'une centrale nucléaire, il faut le dire. Centrale de Civaux, c'est la dernière mise en service en France. Voilà, ça a favorisé le développement anarchique, non contrôlé de l'éolien. On en est à 100 éoliennes sur notre communauté de communes. On fête la 100e, entre guillemets, contraint. Ça n'a pas été un choix. Les premières ont été vraiment un choix, un engagement. Aujourd'hui, on a une extension rapide par extension de parc sur lequel on n'arrive plus du tout à affirmer nos positions. Et là-dessus, la faible densité de population, des agriculteurs en difficulté, notamment au niveau de l'élevage, ont amené énormément de porteurs de projets, puisque nous étions très favorables au développement du photovoltaïque, en alternative à l'éolien. Et depuis un moment, car vous avez près d'1 gigawatt, je crois, raccordé sur votre territoire, ce qui est énorme. Oui, parce que nous avions des centres d'enfouissement, nous avons choisi tous les délaissés, on a tout fait rapidement, aidé en cela parce qu'on a un syndicat d'énergie, nous, sur le territoire de la Vienne aussi. Donc, on peut dire qu'on a contribué largement aux objectifs et on a demandé le choix sur notre territoire de faire ce qui nous semblait le mieux pour la suite. Et aujourd'hui, on a fait ce qu'on appelle un plan paysage pour déterminer une OAP dans notre PLUI. Alors, c'est tout simplement... Notre plan local d'urbanisme. Voilà, notre plan local d'urbanisme intercommunal. On a essayé de se mettre d'accord sur où implanter des éoliennes, où implanter de l'agrivoltaïque, parce qu'il y a un consensus total sur le photovoltaïque en toiture, sur les délaissés. Et en revanche, on avait besoin de se mettre d'accord sur est-ce que nos terres agricoles peuvent être réservées, utilisées, parfois, pour de l'agrivoltaïsme. Et là, on a eu des gros débats, mais on en était au balbutiement, il y a 2 ans ou 3 ans, de l'agrivoltaïsme. Et dans ce plan paysage, on a déterminé quelques zones avec des restrictions, mais qui permettent aux promoteurs, aujourd'hui, de venir en toute connaissance de cause. Donc, nous avons choisi le dialogue. Je suis très contente que vous le rappeliez. Le dialogue, c'est la meilleure des choses parce qu'aujourd'hui, on a 1700 hectares déjà qui produisent et on en a 6000 hectares aujourd'hui qui sont très avancés. Très avancés. Vous faites l'objet de 6000 hectares de demandes de la part des développeurs. Mais de demandes confirmées. Je ne vous parle pas des autres, on serait à 14 000 hectares. Mais il faut voir que c'est quand même très contraignant. Alors, contrairement à ce que disait l'intervenante précédente, les agriculteurs ne sont pas tous d'accord. En tout cas, les éleveurs ne le sont pas, majoritairement. Et il y a un groupe de pression chez nous très, très fort d'éleveurs qui souhaitent garder leur bocage, qui souhaitent garder des vaches ou des agneaux qui soient sous les arbres et pas les panneaux photovoltaïques. Et quand je dis c'est important, c'est très très important parce que ce sont des gens aujourd'hui qui se battent pour garder leur terre en l'état, contre souvent, et c'est cela le message que je voulais dire, contre des projets qui ne sont pas des projets qui vont servir aux éleveurs, qui sont des projets de personnes qui rachètent de la terre pas chère. On peut donner l'exemple, c'est un projet sur 600 hectares où toutes les terres ont été rachetées par un groupement de propriétaires. Voilà, un groupement de propriétaires qui sont énergéticiens derrière et qui, en fait, élèvent le niveau des terres aujourd'hui. Le prix de la terre, qui est à peu près 2 000 €, est passé à 4 000, 6 000 €, ce qui éjecte toutes les possibilités d'achat pour les jeunes éleveurs. Et donc là, on a un conflit d'intérêts extrêmement fort.
Donc, il est bien évident qu'on soutient nos agriculteurs, on soutient nos éleveurs, on soutient l'installation des jeunes éleveurs. Et là, on a un conflit qu'il nous faut résoudre, je dirais pas uniquement par le dialogue, parfois par l'encadrement. Et c'est vrai que je vais défendre le député Lecamp. Pourtant, je suis pas là pour ça, mais je le dis. Il n'était pas là pour ça non plus. Donc non. Mais du coup, il est pas là. Mais on a cette pression sur la terre beaucoup plus forte et avec plus de moyens financiers que ne le peuvent les jeunes agriculteurs. Nous, notre travail en tant qu'élus, c'est de protéger effectivement l'aménagement du territoire, c'est de protéger aussi notre population et surtout ceux qui travaillent sur ce territoire. Or, pour eux, l'agrivoltaïque n'est pas la solution. Ça l'est pour certains retraités qui veulent partir. Et donc, on accepte beaucoup de petits projets. Alors, quand je dis petits projets, ça veut dire 20 hectares. Là, on n'est jamais contre. Voilà, c'est le genre de projet idéal pour vous, le projet cible. Voilà, et c'est ce qu'on essaie de leur faire comprendre. Il y a des projets à 300 hectares, mais qui se développent sur, on va dire, une dizaine de communes. Je crois qu'il y a un énergéticien dont vous avez parlé ce matin et qui cherche à mettre des batteries. Là-dessus, on est favorable. Ce qu'on ne supporte pas, c'est l'imposition d'un modèle qui ne correspond pas au modèle du bocage aujourd'hui. Parce que le bocage, pour le préserver, continuer à avoir des zones humides, continuer à pouvoir accueillir de la végétation, c'est très important pour l'ensemble de la France aussi. Eh bien, il faut absolument garder nos haies, garder nos arbres. Et ça, c'est pas possible quand vous avez un projet à 600 hectares d'un bloc, combiné avec des éoliennes. Et là-dessus, effectivement, on a besoin d'encadrement, il n'y en a pas aujourd'hui. Et justement, est-ce que quand les développeurs viennent en France, veulent y développer des projets, est-ce qu'ils ont conscience, Caroline Plaza, que ça va être des conditions différentes que dans d'autres pays qu'on peut trouver en Europe ou dans le monde? On a cité l'Australie tout à l'heure. Oui, bien sûr. D'ailleurs, on le voit, les conditions de développement du marché, elles sont très différentes selon les pays du monde. D'ailleurs, si vous avez le PowerPoint, vous m'aviez dit de... On va donner quelques chiffres, ouais, parce qu'on a parlé de la France, et on va voir que dans le monde, c'est un peu l'inverse. C'est 2/3 de la puissance qui est apportée par les centrales. Tout à fait, c'est quand on a préparé cette table ronde et que le titre était finalement, est-ce que le segment utility scale, donc c'est le segment du segment de la centrale au sol, est-ce que c'est un modèle dépassé? Non, dans le monde, c'est pas un modèle dépassé encore. Ça dépend beaucoup en fait finalement des disparités nationales et des contextes en fait territoriaux dans chaque pays. Mais ce qu'on voit, je ne sais pas si vous avez pu lancer le PowerPoint, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau mondial, sur 2024, on est environ sur... on reviendra à la France après. On est environ en fait sur 60% en fait du développement mondial qui est fait sur ces grandes centrales au sol. Alors pourquoi? C'est un développement qui est plutôt équilibré d'habitude, et moi j'ai tendance à dire toujours qu'on n'oppose pas le développement des segments. On a besoin de tous les types de segments, et le solaire a cette force. Ça veut dire qu'on peut faire du tout petit solaire, du pompage solaire, on peut faire du solaire sur la toiture, sur des ensembles de bâtiments, dans des zones d'activité. On peut faire des petites centrales au sol, on peut faire des grandes centrales au sol, on peut faire des très grandes centrales au sol, et il n'y a pas d'opposition en fait dans le développement des segments. Elle s'adapte, comme vous l'avez dit, à différents contextes et différents enjeux. Donc pourquoi vous avez vu ce développement dans le monde? Il était plutôt équilibré en fait au fil des années. Là, on a une traction un peu plus de la centrale au sol, mais si on se rappelle des chiffres de marché que la personne du Solar Global Council a donné en introduction, on est environ sur 600 gigawatts de capacité installée en 2024, et la Chine en a 60%. Sauf que l'équilibre en Chine, pour l'instant, il est sur une surcapacité de production de modules. Donc pour absorber une partie de sa production de modules et retrouver de la stabilité dans les prix, ils ont fortement incité à développer leur marché. Et ce qui fait que comme la Chine représente une très forte part du marché mondial, si la Chine installe beaucoup de centrales au sol dans ce mix, on le retrouve dans les chiffres, mais c'est pas forcément représentatif de l'ensemble des dynamiques, puisque finalement, en valeur absolue, l'ensemble des segments augmente. Et si on regarde en fait, donc c'est tiré par la Chine, mais le PV qu'on dit distribué, le PV plus sur toiture en opposition au PV au sol, il reste moteur au Brésil, en Allemagne, en Turquie, en Italie ou en France. Et juste pour vous montrer un autre exemple de la disparité en fait. Donc à gauche, c'est le développement en fait de la France entre ce qui est décentralisé et centralisé, qu'on compare à l'Espagne ou à la Belgique, et on retrouve tout ce qu'on a dit un petit peu depuis ce matin. Donc en jaune, les centrales au sol. Oui, exactement. Oui, je vois que les séries sont pas passées à l'écran.
en jaune les centrales au sol. On voit en Espagne que le marché est fortement dominé par les centrales au sol. Comme vous l'avez dit, vous faites des projets, moi j'en ai vu des projets de 200 MW en Espagne. On est vraiment sur une électricité solaire très compétitive et c'est ce qu'on vient chercher. Parce qu'en fait, ces centrales solaires en Espagne, elles sont déjà sorties des feed-in tarifs, des compléments de rémunération. On est sur une électricité qui se valorise sur les marchés de l'énergie. On fait de l'énergie compétitive dans la production d'énergie, pas au point de consommation. On doit être compétitif dans la fourniture même de l'énergie. Et d'ailleurs, les Espagnols, comme ils sont plus matures, ces centrales au sol, c'est des vrais objets qui participent au mécanisme de marché. À la fois, ils vendent de l'énergie, mais pas que. Ils veulent vendre de l'énergie sur différents types de marchés de l'énergie. Ils veulent aussi mettre de l'hybridation avec de l'éolien, avec du stockage. Ils veulent aussi participer au mécanisme de puissance, au mécanisme de réserve, à tous les services réseau dont on a parlé. Donc, on est vraiment sur des objets qui ont en fait qui ont une approche du marché de l'énergie qui est plus mature et qui ont plus d'impact sur les marchés. Donc, on est sur des objets différents qui visent la compétitivité. D'ailleurs, l'Espagne, c'est aussi le pays en Europe sur lequel on a vu beaucoup se développer les PPA. Et pour faire un PPA, il faut de l'électricité compétitive. Ce qu'on voit en dessous, c'était pour montrer l'exemple un peu inverse. J'aurais pu prendre les Pays-Bas, puisqu'on en a parlé, mais c'est exactement la même chose. C'est le marché belge qui se développe, lui, à 90% sur la toiture. Et là, on retrouve tous les éléments dont on a parlé ce matin. C'est beaucoup de tension sur le foncier, et dont on parle, sur le foncier, sur des petits pays, c'est ce qu'elle a dit, elle aussi, ou développer du solaire, finalement, parce qu'on a de la tension sur l'agriculture, l'environnement, l'urbanisme. Il y a aussi plein de choses qui ont besoin de surface, et le PV n'est pas le seul à avoir ce besoin de surface. Et donc, du coup, ce qu'on voit, nous, dans les tendances, ce qu'on voit, c'est que les centrales au sol, elles conservent leur position pour l'esprit d'échelle, mais qu'on voit que finalement, la massification, si on veut continuer à développer des gigawatts de solaire sur l'ensemble des segments, on va avoir à la fois besoin de foncier et d'acceptabilité. Et donc, ce qu'on voit, en fait, cette recherche de foncier et d'acceptabilité, ce qu'on sent dans les tendances au niveau mondial ou au niveau européen, c'est les secteurs à double usage, comme on en a parlé. C'est l'agrivoltaïsme, parce que finalement, je peux continuer à avoir une terre agricole, comme on l'a dit, avec toutes les conditions d'encadrement ou pas, et tout ce qui dépend, en fait, du contexte. Mais on a l'agrivoltaïsme, par exemple, et ça, on voit un essor assez fort dans le monde pour résoudre cette recherche de foncier. Bon, il peut y avoir d'autres raisons de développer de l'agri-PV. Justement, on parle beaucoup de terres agricoles. Vous avez identifié des nouveaux segments, comme des délaissés routiers, par exemple, sur lesquels on pourrait intervenir. C'était exactement la suite de ma phrase. Donc, il y avait l'agri-PV qui répond à ce besoin-là, mais pas que. Il y a le PV flottant aussi, qui a un essor. On le voit dans les pays, certains pays asiatiques également, où il y a des problèmes sur le foncier. Mais aussi, ce qu'on voit, c'est des nouveaux segments plus intégrés aux infrastructures. On a parlé des délaissés, des premiers délaissés. Mais je suis d'accord, ils ont déjà... Voilà, les premiers... Ouais. Les développeurs les ont déjà identifiés, c'est d'aller à la recherche de foncier anthropisé, le long des rails par exemple, le long des voies ferrées, le long des digues et des canaux. Bien sûr, il faudra l'adapter à chaque... Et on ne peut pas nous dire que ça ne serait pas vecteur de puissance parce que l'Institut Becquerel a calculé qu'il y avait un potentiel de 400 gigawatts en Europe. Alors c'est le JRC qui l'avait calculé, mais il n'y a pas de... Repris par l'Institut Becquerel alors peut-être. Oui, ça c'est après il faut toujours faire attention avec les potentiels, ça c'est un potentiel brut. C'est le centre de recherche, le Joint Research Center de l'Union européenne qui avait fait ce premier calcul pour mettre en fait en avant le potentiel. Il avait mis du bifacial vertical ou du vertical monofacial sur des routes et des chemins de fer, le long des routes et des chemins de fer. Il était arrivé à 400 gigawatts et à dire à ce moment-là, on a plus de 2 ou 3 fois le besoin énergétique même de l'infrastructure de transport. Et donc maintenant que le PV est plus compétitif et plus mature, on voit qu'il y a déjà du PV par exemple intégré aux barrières anti-bruit ou intégré en barrière ou en barrière verticale. Il y a aussi des projets d'intégration dans les voies. Il y a des projets d'ombrières de véloroute comme celle de CNR qui est développée bientôt. Ou voilà. Aux Pays-Bas, on voit aussi des projets sur les digues, en Inde au-dessus des canaux d'irrigation. On ressent au niveau mondial cette tendance à aller rechercher du foncier à double usage pour répondre à la fois à ce besoin de foncier, ce besoin d'acceptabilité, parce que finalement ces surfaces, elles ont déjà une première utilisation par l'homme, elles sont déjà anthropisées, elles sont parfois proches aussi de sources de consommation. Et donc, il y a vraiment cette double usage et cette double fonctionnalité des fonciers. On le sent comme une vraie tendance pour répondre à ces enjeux.
Après, je peux vous parler pendant des heures du PV aux infrastructures dans le monde. Mais vous le ferez après la conférence avec ceux qui le souhaitent. On voit qu'en France, ça pousse aussi pour aller vers ce genre de projet. Et il y a un dossier qui est très emblématique des difficultés rencontrées par la filière, c'est le dossier Oriseo, donc un très grand parc solaire sur 700 hectares porté par Neoen et Engie et qui se heurte aujourd'hui aux réglementations sur l'artificialisation des sols, où l'État considère qu'on ne peut pas développer ce projet, sinon on va trop artificialiser. Est-ce que selon les développeurs, il faudrait une réglementation qui soit plus souple en matière d'artificialisation concernant le solaire? Parce qu'il y a des débats à dire un parc, c'est pas forcément une artificialisation des sols. Est-ce que l'État, selon vous, doit être plus magnanime sur cette question? Je pense que là, je reviens sur ce qui a été dit à la table ronde précédente. Les textes actuels laissent une parfaite interprétation, à la fois par les services de l'État et par les riverains des projets qui seront amenés à se prononcer dans le cadre actuel. Donc les projets doivent être présentés, doivent faire l'objet de présentations complètes. Ils passent donc dans des instances de validation successives qui ont à juger, et c'est le principe même du décret de la loi APER, hein, le niveau d'artificialisation ou le niveau d'anthropisation qu'on crée avec un projet. Et je pense que l'un des enjeux sur l'agrivoltaïsme, c'est précisément non pas les textes mêmes, mais la manière dont ils vont être appliqués. C'est-à-dire que si effectivement sur une même question, on laisse différentes pratiques s'installer en matière de projets agrivoltaïques, avec des gens, je ne vais pas dire sérieux, mais qui appliquent les choses correctement, qui réfléchissent véritablement à un bénéfice pour l'agriculteur, un bénéfice pour la communauté, qui ont une réflexion d'ensemble, et pas des projets que je pourrais qualifier opportunistes ou flibustiers, et que effectivement un contrôle se fait après coup pour vérifier comment les choses ont été exécutées et si elles sont conformes à ce qui a été, on va dire, présenté dans les intentions de départ, je pense que là, on arrivera à un vrai résultat. La difficulté, c'est qu'on est sur des intentions et que tant que ces intentions ne sont pas concrétisées, il y a beaucoup de projets qui sont à l'état de projet, il y en a beaucoup moins qui sont à l'état de réalisation, mais tant que ces intentions ne sont pas réalisées, on ne peut pas vérifier, en quelque sorte, l'authenticité et l'engagement que va mettre l'entreprise. Donc sur l'artificialisation, il y a des normes à respecter, il y a des critères sur lesquels on doit rentrer. Normalement, si ceux-ci sont observés, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat. Je partage, donc effectivement il y a des critères à respecter. Je ne vais pas me prononcer sur le dossier Oriseo en particulier. Après il y a les sujets des conclusions de l'enquête publique, d'acceptabilité qui sont presque plus importants, vous en avez déjà parlé, et qui font l'objet éventuellement de discussions, de propositions d'aménagement d'un projet pour le rendre plus acceptable. Donc voilà, un peu joker sur Oriseo. Mais par ailleurs, juste, je voulais revenir sur les sujets précédents. Clairement, il y a des fonciers qui sont déjà anthropisés, qui rendent d'autres services à la collectivité et que l'on doit traiter. Les délaissés, les voiries. Alors peut-être pas la route photovoltaïque qu'on a connue il y a quelques années qui a fait un peu pchit, mais il y a d'autres moyens de traiter ces infrastructures déjà existantes avec des potentiels qui sont importants. Après, à quel coût? C'est toujours la même question, et pour quel productible? Mais en tout cas, c'est ce combat-là que vous voulez mener aujourd'hui, s'attaquer à ces fonciers-là. C'est ce qu'on fait, en tout cas, c'est ce qu'on regarde nous chez Neomix, et en particulier parce qu'on est sur un territoire qui est très urbain, quoi. Et vous me disiez en préparant la table ronde aussi, l'agrivoltaïsme, on y regarde et on va y regarder beaucoup parce qu'on estime que ça va être la façon à l'avenir de faire de la puissance. C'est le foncier important qui reste. Alors, encore une fois, en respectant toutes les règles qui ont déjà été expliquées par mes collègues ici, en faisant des projets qui soient vertueux, ambitieux, qui soient au service de l'agriculture, qui rendent des services aux agriculteurs, que ce soit protection, on parlait d'ombrage, protection des cultures, protection contre les phénomènes climatiques, amélioration de la production, et à condition bien sûr que les projets puissent démontrer ces intérêts, alors ça nous intéressera chez Neomix d'y réfléchir, de participer.
Et à la communauté de communes Vienne et Gartempe, comment est-ce qu'on va regarder l'agrivoltaïsme? J'imagine que vous avez déjà beaucoup de demandes de projets au-delà du cas emblématique dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous appelez aussi pour une réglementation de ce secteur-là? Alors, je dirais la même chose, elle existe, cette réglementation. On reçoit, alors c'est un petit peu spécial chez nous, comme on a un plan paysage, tous les développeurs de projets viennent nous voir avant de commencer le projet, pendant le projet, et on se rencontre une dernière fois, ou parfois beaucoup plus, au guichet unique à la DDT, où la DDT a ses propres demandes. Nous avons qui est le service instructeur des projets. Qui est le service instructeur des projets. Et donc, on se rencontre de nouveau. Nous n'avons pas toujours les mêmes demandes, mais elles sont complémentaires. Le porteur de projet les connaît suffisamment à l'avance. Il y adhère en général. S'il n'y adhère pas, ou il arrête le projet, ou il tente de passer en force, qui est le cas en ce moment, on a un conflit. Mais la plupart sont dans la recherche de l'acceptabilité. Parce que essayer de passer en force, ça c'est comme tous les projets, ça sert à rien. Il y a un moment, on voit bien que ça va être à l'enquête publique que ça va pas aboutir. L'entreprise perd beaucoup d'argent dans ce cas-là. On n'est pas là pour faire perdre de l'argent aux entreprises qui doivent investir là où c'est possible, comme c'est possible. C'est pour ça qu'on demande de les rencontrer très tôt pour leur dire « Là, faites attention, vous êtes sur des terres à zone humide. Là, attention, vous êtes sur des terres où les gens ne voudront pas. Attention, etc. » Et finalement, ça se passe, je dirais, plutôt bien, sauf sur des projets sauvages, vraiment sauvages, d'entreprises très, très, très nocives à la profession. Ça existe aussi bien dans l'éolien que dans le photovoltaïque et l'agrivoltaïque. Et donc, nous, on a réfléchi tous ensemble, on a un fil conducteur pour protéger, mais aussi pour permettre de développer. C'est les deux en même temps. Et ça marche plutôt bien. Parfois, on a des gros conflits quand même. Et on voit qu'il y a des projets effectivement qui essayent de passer en force, ou en tout cas sans concertation. Je parlais encore la semaine dernière avec un élu de la Vienne qui me disait on a connaissance des projets une fois que le permis de construire est déposé. Donc le développeur ne vient pas le voir avant. C'est ce que j'appelle les sauvages. Que certains appellent les marchands de soleil aussi. Ouais, on va pas trop loin dans ce cas-là. Parce que la population a vraiment une saturation. On est tous pour un développement des énergies renouvelables, mais en même temps, à un moment, il faut que ça soit réparti sur le territoire. Les éoliennes, il n'y en a pratiquement pas en Nouvelle-Aquitaine, elles sont toutes concentrées chez nous. Le solaire, c'est très bien en Espagne, c'est très bien là où il y a du solaire. Nous, on en veut sur des parties qui sont déjà utilisées, mais on n'en veut pas forcément sur tout notre bocage. Et je crois que c'est quelque chose de simple à entendre. Voilà. Aller voir les élus en amont, ça paraît un conseil de bon sens quand même. Caroline Plaza, vous disiez, avant de développer un parc solaire, il faut réfléchir à trouver une application selon l'endroit et selon le besoin aussi du territoire, parce qu'il y a aussi la question de où va aller l'électricité. Oui, alors ça va dépendre un petit peu des modèles d'affaires. Quand on est sur une centrale au sol, du coup, il n'y a pas forcément de proximité directe avec la consommation, même si les électrons iront au plus proche. Ça va dépendre des modèles d'affaires. Oui, tout à fait. L'acceptabilité et tout le travail amont, quelle que soit la taille des projets, est nécessaire. Je vous félicite pour tout ce que vous avez dit de vos travaux de planification que vous avez menés. Je dirais que... Alors, j'avais regardé, avant de venir aussi, un petit peu les chiffres. Des fois, on parle de très gros projets qu'on met un petit peu en exergue, mais c'est pas, on a regardé le registre et le raccordement, c'est pas forcément représentatif de toute manière ce qui s'est fait en France. C'est des projets qui ont abouti. Il faut peut-être différencier les projets dont on parle en amont des projets finalement qui sont aboutis, parce que finalement, toutes ces phases d'études, d'impact, ou pour les projets agri-PV, le rôle de la CDPENAF, on a déjà dans la réglementation tous des organes de contrôle, de médiation, de prise finalement, de prise en compte du contexte local qui existent, et donc, ces projets, parfois, dont celui-là ou d'autres, je ne parle pas forcément de celui-là, il faut distinguer ce qui s'est réellement fait, qui a eu des permis de construire et qui a mené à bien toute cette phase en fait, de permitting de certains projets qu'on pourrait finalement mettre un peu en exergue alors qu'ils ne sont pas représentatifs du développement réel de la filière.
Et à ce titre, on parle beaucoup de projets contestés, de marchands de soleil. J'aimerais pour finir qu'on reste sur une note positive quand même. Le solaire, dites-moi si je me trompe, n'a jamais été autant plébiscité en France. Je le disais en introduction, on a 250 000 structures qui l'an dernier ont choisi de solariser des petits morceaux de toiture. Ça veut dire qu'il y a quand même un climat favorable pour développer le solaire. La question c'est comment on le développe maintenant? Qui veut réagir pour conclure? Je pense que le solaire est le grand vainqueur de la transition énergétique. Ça a été dit ce matin, il y a très peu de risques. C'est une énergie qui est très très compétitive et qui va l'être de plus en plus dans les années qui viennent. Et elle est facile à déployer, elle se prête parfaitement à la diffusion et au foisonnement parce qu'on peut en faire partout. Elle est parfaitement prévisible. Elle a juste une vraie contrainte qui est son besoin d'espace. Et donc tout l'enjeu, ça consiste simplement à savoir trouver la bonne adéquation entre le besoin d'espace du solaire et ce qu'il apporte comme bénéfice qui est massif. Et c'est les questions qu'on se pose. Il y a beaucoup de pédagogie, on est au début de l'histoire. Moi je me rappelle, on a des débats actuellement sur l'agrivoltaïsme. Nous on a lancé l'agrivoltaïsme dans les îles dans les années 2010, à La Réunion, en Corse, parce que là les problématiques foncières sont majeures. Mais maintenant c'est même plus un débat. Nous, on a comme partenaires exploitants en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, les présidents de la Chambre d'agriculture. Et pendant 8 ans, c'était le cas à La Réunion avec le président de la Chambre d'agriculture. C'est-à-dire que la pédagogie a avancé et je pense que le débat et les journées comme aujourd'hui, les discussions permettent de franchir des étapes qui nous permettent d'avancer vers cette acceptation et ce développement. On n'est qu'au début de l'histoire, vous l'avez dit, on peut encore choisir comment elle s'écrira. Merci à tous les 4 d'être intervenus pour ce débat. On va tout de suite retrouver Pascal Lecamp, c'est pas une blague, il est en visio depuis l'Assemblée nationale et il va répondre à tout ce qui a été dit sur la proposition de loi visant à encadrer l'agrivoltaïsme. Merci à tous les 4. Pascal Lecamp, vous êtes en visio, est-ce que vous nous entendez depuis Bordeaux? Je vous entends très bien, je ne sais pas si vous m'entendez vous. On vous entend parfaitement et on vous voit, on vous imagine aussi dans un placard de l'Assemblée nationale. Vous êtes en plein examen de la loi Grémillet qui vise à la programmation énergétique et à la simplification du secteur énergétique en France. On a beaucoup parlé de votre PPL tout à l'heure. Carole Descroix était là, qui représente la FFPA, et qui nous disait en somme, on n'a pas besoin d'une réglementation supplémentaire alors que finalement on en a déjà une depuis 1 an avec le décret agrivoltaïsme. Qu'est-ce que vous auriez à lui répondre? Je lui répondrai la même chose que j'ai faite. D'abord, je veux remercier ma collègue de la Vienne, Gisèle Jean, d'avoir pris un peu la défense de ma PPL. Et comme elle le dit, on n'est pas toujours d'accord, mais sur ce sujet-là, on le partage. J'ai beaucoup aimé la table ronde précédente. Il y a une demi-heure que je vous ai rejoint. Je suis désolé, on est en pleine discussion sur beaucoup de textes. Comme vous le savez, on était en réunion de groupe. On doit voter cet après-midi sur la simplification. Ça va être quelque chose de compliqué. On a la PPL Grémillet, comme vous dites. La journée d'hier est une catastrophe pratiquement nationale, c'est-à-dire que on remet des prix régulés de l'énergie. On était à 2 doigts de voter la privatisation d'Engie pour 30 milliards d'euros alors qu'ils en demandent 40 milliards. La plupart des décisions ne sont pas conformes à l'Union européenne. Bon, je ne veux pas vous dire, je pense que la PPL Grémillet, de mon point de vue, elle est morte et elle n'aboutira jamais. Donc il va falloir faire une PPE, et je crois que c'est le plus important, repartir sur une PPE qui intègre de l'agrivoltaïsme. Ce que je me suis permis de dire en bas des marches de l'hémicycle hier soir à Marc Ferracci. Je crois qu'il faut qu'on remette le ministre de l'Industrie, donc on reprécise. Qui est donc le ministre en charge de la loi Grémillet en ce moment au Parlement. Moi, je veux qu'on vienne sur le contexte global. J'ai bien entendu les interlocuteurs, on voit bien qu'il y a toujours ce sujet de seuil qui partage et qui divise. Les gens n'avaient pas toute la même version. Il y a l'acceptabilité, mais on part d'une situation où la France produit 1500 TWh chaque année d'électricité. Sur 1500. Et sur ces 1500, il y en a 1000 qui sont carbonés et 500 qui sont décarbonés. Et notre objectif, c'est de faire 1500 ou plus à horizon 2050 totalement décarbonés. Et dans cette totale décarbonation, il y aura du photovoltaïque, il y aura du solaire. Ça a été dit, le solaire est une solution qu'il faut mettre en place. Mais pas n'importe comment. Et quand on dit qu'il y a j'étais hier il y a eu le même type de séminaire hier à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture à Paris, où Olivier Daugé, où tout le monde intervenait, et
il y a cette version, mais rappelez-vous, dans la loi APER, il y a un article 93 qui devait prévoir un partage de la valeur. Et depuis 2 ans, cet article, y compris avec le décret, n'a jamais été transformé. Donc la seule raison qui a poussé le nombre de députés transpartisans que nous étions, puisque ça allait d'André Chassaigne, communiste, à Julien Dive, LR, donc il y avait vraiment tous les partis, c'est de dire il faut que une partie des recettes de l'agrivoltaïsme reviennent sur le territoire agricole et qu'on partage mieux la valeur. Pourquoi ? La principale raison, ça a été évoqué par un des intervenants précédents, sur un projet, je crois, de 35 MW crête et de 50, plus de 50 hectares. Sur la PPE actuelle, il est prévu 20 gigawatts d'agrivoltaïsme, environ 50 000 hectares. 50 000 hectares, si vous faites que des projets de 50 hectares, c'est 1000 agriculteurs qui en bénéficieront, 1000 exploitations agricoles sur un total de 400 000. Vous voyez ce que ça représente ? Moins de 0,5% du total des agriculteurs. Donc il est important ce qu'on avait mis dans l'article 1 de notre loi, que j'ai essayé de réintroduire dans la loi Grémillet, mais qui a été boulé en tant que mon amendement n'a pas été considéré comme recevable. Il est important qu'une partie des recettes de l'agrivoltaïsme revienne sur le territoire agricole où elle est produite. Et il y a certes le problème de l'espace dont mentionnait l'interlocuteur précédent, mais il y a quand même un autre problème agrivoltaïque, c'est la pilotabilité. C'est-à-dire qu'on produit à des moments où il faudrait pouvoir consommer. Essentiellement, il faudrait qu'on trouve un système qui motive les gens pour consommer entre midi et 16 heures. Donc, tout ça pour dire que je suis favorable et qu'on était tous favorables à l'agrivoltaïsme, mais qu'on le mette en place dans le contexte de sa contribution au mixte, et surtout, et je crois que c'est l'élément essentiel, ça a été dit par un de vos intervenants, que ça reste un projet agricole au bénéfice de l'agriculture, et puisque on a limité dans les surfaces qui seront utilisées, ne faisons que des projets qui apportent une meilleure production, qui apportent une meilleure protection des animaux, qui apportent une meilleure protection peut-être des intempéries ou de la grêle des vignes, mais qui soient positifs à l'agriculture. Et là, on voit fleurir des projets, Gisèle en a parlé, mais d'autres, qui sont totalement incohérents et qui ne seront pas acceptables. Et cette inacceptabilité, ça a été dit hier par le président de la Chambre d'agriculture du Calvados, qui est en charge de l'agrivoltaïsme maintenant à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Si on commence à avoir des projets qui ne sont pas acceptables, on va tuer dans l'œuf l'agrivoltaïsme. Alors je pense que le message, c'est que tous ensemble, on participe à son développement. Dans mon projet de loi, on limite à 10 MW crête, c'est ce qui a été voté en commission des affaires économiques. Oui. Mais il y a une clause de revoyure à 5 ans. Et si au bout de 5 ans, on voit que tous les projets qui ont été mis en place sont vertueux, produisent de l'énergie, apportent à l'agriculture, aux agriculteurs, on pourra peut-être monter en puissance. Mais si on se plante au début et qu'on doit démanteler, là, il y aura une catastrophe d'acceptabilité, comme on l'a connu, Gisèle l'a très bien dit, comme nous, on le connaît aujourd'hui dans la Vienne avec les éoliennes. Et on en a eu de très bons exemples. Merci à vous. On suivra le chemin parlementaire du coup de cette proposition de loi et également des soubresauts autour de la PPE qui est promise avant l'été. Merci à vous, monsieur Pascal Lecamp. Merci d'être intervenu.